Comment écrire une application web en Python avec FastAPI? C'est l'objet de cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. On commence tout de suite avec cette petite démo sur FastAPI. C'est un framework web asynchrone en Python qui est plutôt tendance ces derniers temps et qui est assez facile à implémenter. On va regarder ça dans la vidéo. Alors, comment écrire un petit serveur FastAPI? D'abord, vous avez 2 requirements à installer. Alors peut-être plus, hein, il y a des plugins à ajouter si vous avez des besoins spécifiques, mais il y a un écosystème assez riche pour FastAPI. Donc, assez simplement, on pip install FastAPI et on peut faire un pip install Uvicorn. Alors ça, si vous utilisez pip, hein, vous pouvez l'ajouter avec Poetry ou même UV maintenant. Donc avec ces 2 packages, vous êtes prêt pour écrire une petite application FastAPI. Alors, pour écrire ça, on va importer FastAPI, hop, comme ceci. Ensuite, on va importer Pydantic. Alors, il faut peut-être l'installer si on l'a pas. Et on va voir, mais je crois qu'il vient nativement avec, il vient associé à FastAPI quand on fait le pip install de FastAPI. Pydantic, c'est pour faire de la validation de payload, très important maintenant, hein, dans le développement web. On ne fait pas confiance en fait aux services externes, donc on valide les payloads, c'est-à-dire les messages qui nous sont envoyés par le client pour vérifier qu'ils correspondent bien à ce qui est attendu. On va importer Uvicorn, qui est en fait la librairie qui permet de faire tourner le serveur en asynchrone, et on va importer, allez, datetime, parce qu'on va en avoir besoin après pour le message. Non, allez, on va pas importer datetime, on n'a pas besoin. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de déclarer notre app, un peu comme ce qu'on a vu dans la démo Flask. C'est un peu la même chose, on déclare une app. On va déclarer une première classe qui s'appelle message et qui hérite de base model qui vient de Pydantic. Donc ça nous permet de faire la validation et on a un seul attribut qui est content. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que, en gros, quand on va tester notre payload, content, on a bien l'attribut content dans la payload et que c'est bien notre init. Ensuite, on va définir notre première route. Comme Flask, en fait, c'est pareil, sur Flask, on faisait app.route. On faisait app.route et on mettait le nom. Ici, vous avez directement app.la méthode et vous pouvez mettre get comme ça. Vous pouvez mettre la route dans la méthode get. Vous pouvez faire la même chose avec post. Et après, il y a une autre méthode qui vous permet d'avoir de gérer toutes tous les types de requêtes HTTP. Bon, donc get, post, delete, put, etc. Alors, ici, particularité, on utilise le mot-clé async qui a été introduit en Python, alors je ne sais plus, 3.8 ou 3.9, qui vous permet de faire de l'asynchrone. L'asynchrone, c'est un paradigme de programmation dans lequel on lance en parallèle on va dire des processus et on attend que le processus soit terminé pour on rend la main en fait à d'autres processus et quand le premier processus nous ping pour le dire j'ai fini, on récupère la main sur le premier et ainsi de suite. Donc ça vous permet de faire de la concurrence et c'est un paradigme de programmation qui est hyper efficace pour accélérer vos programmes et j'ai l'impression, enfin c'est pas le même besoin que le multi-processing par exemple que vous avez aussi en Python. Ici, le multiprocessing, c'est pour paralléliser l'utilisation du CPU. L'asynchrone, c'est pour paralléliser les appels à des systèmes externes. Donc, le paradigme FastAPI, c'est tout en asynchrone. Et quand quand on communique avec un client sur le réseau, eh bien, il y a de l'asynchrone, il y a du processus externe. Donc, plutôt que d'attendre séquentiellement que chaque processus se termine, eh bien, on les lance en parallèle. Et puis, quand un processus a fini, on lui redonne du temps CPU pour qu'il puisse s'exécuter. Alors, notre méthode Hello World, elle retourne un message qui sera Hello World. Hop. Alors, ça sera return et le message ça sera Hello World. Hop, comme ceci. Et on va avoir, alors, ça comme ceci. Ça sera notre première route get et on va directement écrire une route post pour la démonstration. Donc, on va dire que ça sera sur write et on va dire def write to file. Donc, on va simuler que notre route écrit dans un fichier.
à partir d'une payload. Et donc, on met en argument la payload qui va être reçue donc, et la validation. En fait, on reçoit une payload et directement, on applique la validation qu'on a définie ici via pydantic. Et donc, bien, vous voyez, comme c'est économe en syntaxe, hein, en quelques lignes, on dit je reçois sur un post une payload qui est censée se conformer au modèle message. Et ensuite, on peut appliquer la logique. Et donc, alors ici, j'ai pas mis le typage, on va mettre le typage. Ça renvoie un dict. D'ailleurs, c'est un dict de str. Et ceci, ça va renvoyer aussi un dict. Hop. Ce sera str également. Donc là, on a notre route post qui valide la payload pour que ça soit un message. Donc dans notre message, on va avoir un attribut content qui contient une string. Et ce qu'on va faire, c'est écrire dans un fichier qui s'appelle fichier. Hop, fichier.txt. Donc on va dire with open fileName en mode append. Comme ça, en fait, si on a plusieurs appels, on pourra écrire à la suite du fichier sans tout écrire, sans tout écraser. Voici filename en mode append. On va mettre un encodage qui marche bien, qui prend les accents. Hop, UTF-8, ça c'est bien. Notre objet, ici on récupère un pointeur sur le fichier qui est ouvert sur le disque, sur le buffer en fait, qui permet d'écrire dans le fichier qui est ouvert sur le disque. Et on va dire f on write le contenu qui nous a été envoyé. Donc donc on va écrire le contenu, c'est-à-dire message.content. Hop. Et ensuite, on va envoyer un statut qui nous dit j'ai bien écrit ton fichier. Statut, on va mettre succès. Hop, et on va mettre message. J'ai écrit ton fichier dans ton fichier. Voilà. Bon. Voilà ce qu'on va écrire. On va renvoyer. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre la logique qui nous permet d'exécuter ce serveur. Donc on va faire name égale, pardon, c'est comme ceci, égale main. Tout ça, c'est pas comme ceci, hein, c'est comme ceci, la syntaxe. Ça, cette logique, c'est en gros quand vous exécutez un module Python, pour pas qu'il soit exécuté justement en mode, en gros, quand on l'importe, ça nous évite d'exécuter la logique qui est en dessous du if. Voilà. Donc là, on va l'exécuter vraiment comme un fichier. Uvicorn.run et on va run notre app et il faut préciser quel est l'host et quel est le port de cette application. Donc host, on peut mettre localhost, on peut mettre 127.0.0.1 ou on peut mettre 0.0.0. Hop, 0.0.0, en fait c'est broadcast en local. On met porte égale 8000 et maintenant on va essayer de faire tourner ce serveur. Je vais splitter, comme ça on va pouvoir faire une requête sur le serveur. Pour exécuter le serveur, on va faire Python app.py. Hop, et voilà, on l'a. Alors, qu'est-ce qu'on peut tester? On peut tester que ça répond sur la route /. Donc si on fait curl sur... alors on peut faire curl sur 0.0.0, je pense. 2.8000. Voilà, donc on reçoit notre message Hello World. Et maintenant, si on veut faire un post, eh bien il faut lui envoyer une payload. Il faut faire un post, on peut le faire avec curl. Donc je fais ceci, curl-x posts. On lui donne l'adresse. Donc là, à nouveau, c'est... alors, on va devoir écrire une route. Donc il faut qu'on mette les quotes. On va mettre 0.0.0 /write. C'est la route sur laquelle on va écrire. Et donc, il faut lui mettre le header qui dit qu'on va envoyer du JSON, content type, application JSON. Alors, il y a évidemment quand c'est trop long, hop, ça collapse un peu. Application /JSON. Et on va lui envoyer notre payload. Donc, pour que ça marche, la payload, il faut qu'on ait une clé content qui contient notre texte. Tac. On y va. Succès, message, j'ai écrit dans ton fichier. Si on regarde le contenu du fichier, fichier.txt,
Alors qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit message.content. Évidemment, c'est pas ça qu'il fallait écrire, c'est ceci plutôt. Donc si je recommence, je vais supprimer le fichier. On va hop, on va refaire un petit test. On l'a écrit, je fais un cat du fichier. À nouveau, j'ai écrit message.content puisqu'il ne s'est pas redémarré, donc il faut que je redémarre mon serveur. Je le redémarre et là, on va voir, ça devrait marcher ce coup-ci. On fait ceci, hop, succès, on a écrit coucou et on voit que comme on est en mode append, eh bien, on peut écrire la suite. Hop, voilà, bon, ça écrit ceci, ça écrit ce qu'on a vu. Donc ça, c'est le cas quand ça marche bien. Imaginons que ma période ne soit pas valide. On a par exemple, on n'a pas de clé content. On envoie content. Hop, on a un 422, une processable entity. Donc la validation ici de Pydantic nous dit il te manque en fait content. Ce schéma est requis. Et cet attribut est requis. Et par contre, il y a aussi un mode où si vous envoyez des éléments supplémentaires, ici ils sont ignorés par défaut, mais vous pouvez les rejeter aussi. Donc mettons ici je mets content, mais je mets une autre clé, foo, c'est pas quand même passant. Donc si par contre je mets, il y a une configuration où on se dit qu'on peut exclure les autres champs, dans ce cas-là, il va falloir utiliser un config dict. Donc ça, il faut l'importer de Pydantic. Donc on va faire ici, je l'ai importé, config dict. Hop. Il faut faire modèle config égale config dict. Et à l'intérieur, il faut mettre extra égale forbid. Comme ça, on rejette s'il y a une clé supplémentaire. Je redémarre mon serveur, je refais le test. Et là, on a une erreur, extra forbidden. Attention, tu as envoyé une clé supplémentaire qui s'appelle foo. Bon, donc ça, c'est une petite démo de Fast API. C'est très performant hein, comme serveur, puisqu'on est en asynchrone. Donc vous avez en plus des raccourcis syntaxiques qui sont intéressants avec la validation ici. Vous pouvez rajouter ensuite, vous pouvez injecter des dépendances pour avoir par exemple de la validation, d'authentification, du rate limiting, etc. Donc vous avez toutes les choses pratiques. Alors j'ai listé quelques avantages par rapport à Flask. Après Flask, il ne faut pas, pour faire des tests, etc., c'est quand même intéressant, hein, ça permet d'aller vite. Sur Fast API, bon, la syntaxe n'est pas beaucoup plus lourde, il y a juste la validation en plus, alors que sur Flask, pas mal de choses sont plutôt en mode add-on, alors que bon, donc les avantages de Fast API, on est en asynchrone, donc c'est beaucoup plus rapide que Flask, c'est comparable à du Node.js ou du Go pour les serveurs, donc ça c'est bien, alors que Flask c'est du synchrone. On a sur Fast API, vous avez des documentations qui sont générées automatiquement, alors que donc vous avez des Swagger qui est très pratique hein, pour tester vos API web. Pour faire ça, pour Flask, il faut évidemment rajouter des extensions. Ensuite, on a, comme on l'a vu, la validation quand même intégrée. Ça, c'est pas mal avec Pydantic. Alors que pour Flask, il faut rajouter des extensions. Bon, alors l'autocomplétion, ça ils disent que c'est un peu amélioré. Je suis pas sûr, on va vérifier. On est dans les derniers standards du développement web, hein, donc on suit OpenAPI et donc on a du Swagger pas natif, ça c'est pas mal. Et puis voilà, un petit résumé de quand est-ce qu'il faut utiliser Flask ou plutôt FastAPI. Eh bien, moi en fait, en réalité, je pense que par défaut, il vaut mieux utiliser du FastAPI, quel que soit le choix, mais sur Flask, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite si vous faites une petite application de test. Donc à vous de voir. Maintenant, il y a beaucoup de choses natives qui viennent avec FastAPI. C'est un bel écosystème qui progresse. Flask, ça commence à être mature. Et à mon avis, c'est plutôt sur le déclin. Donc, à vous de voir en fonction de vos besoins. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.